Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Olivier et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à essayer de mieux comprendre comment la robustesse, donc qui est une théorie que tu as un petit peu développée, peut être une grille de lecture pour regarder, mieux comprendre les développements actuels de l'IA. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer un petit peu ce qui t'a conduit justement à développer cette grille de lecture de la robustesse pour analyser les systèmes complexes et comment toi tu vois et tu regardes un petit peu les développements actuels de l'intelligence artificielle? Moi, je suis, chercheur biologiste, donc je suis quand même assez loin, de l'IA et du numérique, au départ et je travaille sur le développement des plantes. Mais ce qui me lie peut-être un peu au numérique, c'est qu'on dans l'équipe et dans notre labo, on a beaucoup des approches, systémiques, donc beaucoup de modélisation informatique, des liens avec des physiciens. Donc la morphogénèse, la forme des plantes, ces choses-là et du coup, la question de la robustesse s'invite, donc c'est pas moi qui suis vraiment un promoteur de la robustesse, La robustesse, c'est un sujet très chaud en biologie, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dessus et du coup, alors, enfin le mais par contre, ça là où ça a fait écho, c'est quand on travaille sur la question de la relation de l'humanité à la nature, comme je le fais dans le cadre de l'Institut Michel Serres. Cette question de la robustesse, résonne très fort. Parce qu'il y a ce fameux équilibre entre, performance et robustesse, c'est quelque chose qui va nous aider à vivre le monde fluctuant qui vient. Voilà, dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Pour le lien à l'IA et au numérique, en fait, ça participe en fait, c'est un nouvel, comment dire? C'est un nouveau partenaire. C'est que dans notre monde, le numérique et l'IA, sont devenus des partenaires. C'est un peu comme si c'était des aliens, venus de Mars, quelque part. Ils sont là et ils sont là pour rester. Donc c'est pas pour dire qu'il faut les dégager parce que ça va pas, parce que c'est toxique ou je sais pas quoi. Non, ils sont là, ils vont rester. La meilleure question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont nous aider à être plus performants ou à être plus robustes? Ou est-ce qu'ils vont nous aider à trouver le bon seuil entre performance et robustesse? Enfin, c'est ce genre de questions-là qui m'intéresse. Pour essayer de poser un petit peu parce que c'est la robustesse, moi en préparant l'entretien et la notion de robustesse, ça a tout de suite fait écho au livre de Nassim Nicolas Taleb, Antifragile, où justement lui il décrit un triptyque fragile, robuste, antifragile. Avec mes mots, j'essaie de définir, mais en tout cas pour lui la robustesse, finalement c'est quelque chose qui est indifférent au hasard, alors que l'antifragilité va dans une certaine mesure, profiter du hasard et du passage du temps. Comment, toi, tu te positionnes par rapport à cette définition et quelle est finalement, toi, ta définition de la robustesse, si elle est différente de celle de Taleb? Peut-être en donnant un ou 2 exemples concrets pour qu'on voit un peu, ce que c'est. Oui, oui, c'est très important d'être clair sur les définitions. Merci de le dire, dès le début. Donc alors la robustesse, la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc un système physique qui est robuste, il est stable malgré les fluctuations et donc un système physique, ça peut être un système biologique, il a aussi une part physique, le système biologique et donc le roseau dans le vent. Voilà, le roseau dans le vent est robuste parce qu'il est stable malgré les fluctuations et à plus long terme, c'est un système qui est viable malgré les fluctuations. Donc ça veut dire que le roseau, il grandit, il change de forme, mais il va être capable de résister en tout cas à des fluctuations, de salinité, de quantité d'eau et cetera. Donc ça c'est la robustesse. L'antifragilité, c'est quand on tombe et quand on se relève, on est encore plus fort qu'avant, ça pour le dire un peu rapidement. Donc ça fait d'ailleurs un peu écho à la résilience, la résilience, notamment psychologique, c'est on tombe et on se relève au même niveau. Et l'antifragilité, c'est pareil, on tombe, mais on se relève encore plus haut. Alors la résilience et l'antifragilité, ça existe aussi en biologie. Il y a plein d'exemples, comme ça, par exemple, quand on se casse un os, quand on a une fracture, l'os qui se répare, à l'endroit où c'est réparé, c'est plus rigide qu'avant. Donc ça, c'est antifragile. C'est-à-dire on s'est tellement consolidé qu'en fait, on a gagné même, des fonctions, avec, notre bon, par contre, ça peut avoir des conséquences ailleurs, donc c'est antifragile localement, mais peut-être pas, pour tout le système. Donc ça, c'est des exemples et la résilience, c'est pareil. Il y a plein d'exemples, d'êtres vivants, qui tombent et qui se relèvent, nous les premiers, on peut tomber et se relever même, littéralement. Donc c'est pas pour voilà, donc tout ça existe. Il y a de la robustesse, il y a de la résilience, il y a de l'antifragilité. Alors pourquoi je parle de robustesse et beaucoup moins d'antifragilité et beaucoup moins de résilience? C'est tout simplement que dans un monde qui est drogué à la performance, la résilience et l'antifragilité ont été récupérées pour, devenir des injonctions à tomber, pour revenir au même niveau ou pour devenir plus fort, C'est la fameuse phrase qu'utilise, Thierry Ribot, dans son livre, «Contre la résilience», qui dit donc la politique nationale de la résilience au Japon: «Pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer».
Et donc là, c'est une version très, très toxique finalement, de la résilience. Enfin, ça devient un peu une arnaque, hein. C'est finalement, on va dire: «Bah oui, vous êtes résilient, quoi, chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, bah, soyez résilient». En fait, c'est toujours la survie des résilients, mais on ne parle pas de ceux qui n'ont pas survécu. Et donc c'est un peu pareil pour l'antifragilité, soyez antifragile. Donc faites des essais-erreurs, c'est génial de se planter tout le temps. Les échecs, c'est absolument fantastique, oui, c'est toujours pareil, c'est ceux qui ont réussi après un échec qui en parlent, mais il y en a plein qui ont des échecs et qui n'en parlent pas parce qu'ils ne s'en sont pas remis. Il y en a vraiment plein, 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 hein, enfin, il faut quand même le dire. Donc c'est vraiment le monde de la performance qui se révèle, en fait, là, en creux. Parce qu'en mettant à ce point-là l'accent sur l'antifragilité et sur la résilience, finalement, on glorifie, l'échec, pour, voilà, sanctuariser ou en tout cas valoriser, ceux qui s'en sortent. Donc la robustesse, c'est très différent. C'est pas une trajectoire où on tombe et on se relève, c'est des conditions. Donc on élargit les bornes pour autoriser, d'autres trajectoires, y compris la trajectoire, résiliente et antifragile. Mais c'est une des trajectoires, il y en a plein d'autres. Et si on tombe, et qu'on est enfin, si on est robuste et qu'on tombe, on est sûr de se relever. Donc en fait, ça la résilience n'est pas fatale, l'antifragilité n'est pas fatale, si on est d'abord robuste. Et là, c'est pour finir et c'est là où ça rejoint, la troisième définition, enfin il y a plein de définitions, hein, mais il y a une définition de la résilience, qui est dans le domaine socio-écologique, qui est la capacité d'un système à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde dynamique. Donc là, la résilience en socio-écologie, elle, rassemble tout, hein, la résilience psychologique, la robustesse et l'antifragilité, hein. Donc c'est vraiment, la totale, donc c'est un abus de langage, total, hein. Et donc en fait, quand les écolos parlent de résilience, ils parlent de cette résilience-là. Mais du coup, c'est là où je pense que c'est important de mettre de l'ordre, des priorités. Il faut commencer par la robustesse. Si on commence par la résilience, on va tomber dans le piège, quoi, ouais. Donc d'où la robustesse d'abord. C'est marrant ce que tu dis parce que, en tout cas, moi, dans les souvenirs que j'avais du livre justement de Taleb où il parle d'antifragilité, il fait bien ce distinguo entre, l'antifragilité au niveau de l'acteur et au niveau du système. Et dans mon souvenir, il parlait plutôt d'antifragilité au niveau du système et il disait que justement les membres du système devaient être fragiles pour que le système en lui-même soit antifragile. Ah mais exactement. Bah, c'est les couplages souples, hein. Ça, c'est aussi toute la théorie de Carl Weick sur les couplages souples. C'est pour qu'un système soit robuste, pour qu'il soit antifragile, pour qu'il soit résilient, faut qu'il y ait de la souplesse, à l'intérieur. Dès que c'est rigide, dès que c'est très cohérent, en fait, ça casse. Donc il faut une forme de souplesse. Cette souplesse, c'est plutôt une vulnérabilité. J'aurais plutôt tendance à dire vulnérabilité parce que c'est réversible, la vulnérabilité. La fragilité, c'est vraiment un objet qui casse, hein, et donc du coup, ça peut tendre à l'irréversible. Bon, enfin, c'est des nuances, hein, mais ça permet enfin, c'est tout l'intérêt des mots, c'est que quand on commence à rentrer dans les définitions, en fait, ça permet d'expliciter, ce qu'on veut dire. Après, on peut utiliser des mots différents, hein, tant qu'on les explicite, il y a pas de problème. Je pense qu'avec, on va être d'accord, hein, sur le discours sur l'antifragilité. C'est juste, mettre plutôt des priorités, des hiérarchies, quoi. Peut-être juste avant de poursuivre, moi, je t'avais écouté et tu avais une définition que tu avais appelée une définition de comptable de, la robustesse que je voudrais bien que tu redonnes parce que justement ça va permettre ensuite d'éclairer un peu les questions autour de l'intelligence artificielle. Oui, alors la robustesse, hein, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Ça, c'est la définition, en physique. La performance, donc c'est la définition du contrôleur de gestion, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Donc c'est pour ça que performance et robustesse peuvent, s'opposer. Alors pas tout le temps, mais en général, ça s'oppose parce que quand on est très performant, on atteint son objectif encore plus vite et avec encore moins de moyens. Et donc ça veut dire qu'on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, voilà, dans une seule voie, on s'est canalisé. Alors que quand on est robuste, on a diversifié, on a des plans A, B, C, D, E, on explore, on expérimente. En fait, c'est plutôt le contraire. Et justement, si on repart de cette, définition de la performance qui va valoriser, l'efficacité, l'efficience, en quoi cette quête de performance, elle peut générer des fragilités dans les systèmes, qu'ils soient biologiques, économiques, numériques? Et la deuxième question qui va avec, c'est comment on applique cette grille de lecture aux technologies d'intelligence artificielle? Par définition, quand on va atteindre son objectif, ça c'est l'adage zen, hein, quand on atteint son objectif, on manque tous les autres. En fait, c'est le problème de la performance, c'est qu'elle, la performance met le focus sur un objectif et du coup, on va mettre le moins de moyens possible pour atteindre cet objectif-là. C'est ça, donc ça se résume en 2 mots, hein, optimiser, fragilise. C'est que quand on augmente les performances, hein, donc c'est une forme d'optimisation étroite, hein, on augmente les performances pour atteindre son objectif
et ben, en fait, on va rater d'autres choses. Il y a plein d'exemples, hein, le canal de Suez que je prends souvent, voilà, un canal de Suez, c'est de l'optimisation, c'est de la performance, hein. On réduit beaucoup, même la consommation, de pétrole, tout ça. On pourrait même penser que c'est écolo, hein, parce que ça fait travailler voilà. Bon, bah, sauf qu'en fait non, ça fragilise tout le système parce que maintenant on est devenu dépendant d'un tout petit canal dans une zone, à conflit quand même. Donc c'est extrêmement fragile, hein, c'est géopolitiquement, c'est hyper chargé ouais, donc le canal de Suez, CrowdStrike dans le monde numérique, hein, la panne informatique mondiale, de 2024, hein, une boîte de cybersécurité qui fait une erreur de mise à jour et c'est tous les systèmes Windows qui plantent. Ça, c'est de l'hyper-performance, hein, un monopole hyper performant, hein, comme ça, c'est très facile, tout le monde a le même logiciel, tout le monde a le même truc, mais sauf que ça plante, parce que c'est extrêmement fragile. Le problème, enfin, pourquoi la performance fragilise? C'est parce que la performance canalise. Presque au sens, littéral du terme. Donc quand on canalise, en fait, on perd des fonctions. En biologie, c'est ce qu'on appelle un parasite. Un parasite, quand il est hyper spécialisé, en général, les parasites, arrêtent pas de se spécialiser au cours de l'évolution, ils perdent des fonctions. Ils perdent des membres, ils perdent des ailes, ils perdent des organes et en fait, ils deviennent plus que des organes suceurs, hein. Enfin, ils voilà, ils pompent des ressources, de l'autre. Bah, sauf que quand, l'autre meurt, ils ont pas de plan B. Ils sont juste, voilà, ils ont juste une seule fonction, ils sont hyper spécialisés. Bah, nous, notre système économique mondialisé, hyper performant, en fait, il est ultra fragile parce qu'il est ultra canalisé. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien entre performance, et fragilité et donc le monde numérique, alors le monde numérique, c'est extraordinaire, en fait. C'est un véritable paradoxe. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant parce que justement, ça peut être un outil, de rebond pour le coup. Mais pour l'instant, en fait, l'histoire, hein, si, je veux faire vraiment, je traverse, hein, mais la révolution numérique, hein, c'est après-guerre. D'ailleurs, c'est issu du projet Manhattan, hein, d'ailleurs, hein. Enfin bon, mais voilà, après-guerre, on commence à développer, des réseaux, d'ordinateurs qui interagissent et finalement, assez rapidement, dans les années 60, c'est un projet hippie. C'est un projet de communauté, d'interaction et encore aujourd'hui, l'open source, le CC BY, les Creative Commons, tout ça, c'est plutôt, de l'interaction, et en fait, c'est pas par hasard, c'est à un moment où on commence à faire face à des pénuries. À un monde instable. Donc quand on fait face, en tout cas, on prévoit des pénuries, le pic de pétrole, hein, c'est la sémantique des années 70 et cetera. Bah, tout ça, ça nous dit: «Bah, non, faut qu'on se mette en lien». Alors ça, en biologie, hein, c'est extraordinaire parce que c'est aussi ce qui se passe pour les êtres vivants. Les êtres vivants, quand on les met dans des environnements, pénuriques, hein, ils multiplient les coopérations. Donc en fait, on pourrait presque, quand on regarde les cartes, des câbles internet, sous-marins là, de toutes ces interactions-là, ça fait un peu penser, alors de très loin, hein, au mycélium, les champignons, les interactions des racines avec des champignons. Bah, c'est nous aussi, les sociétés humaines, on a développé un gros réseau d'interactions que l'on pourrait penser être une conséquence d'un monde qui commence à prévoir des pénuries, qui arrive au bout. Alors bon, ça c'est la version très angélique, hein, du numérique, de dire: «Ah oui, ça y est, on fait de la coopération, on a trouvé une technologie qui va nous aider à coopérer» et c'est pas faux, hein, il y a des coopérations qui passent par le numérique. Le problème, c'est que, nous avons utilisé un seul canal. En fait, on a utilisé internet. C'est-à-dire qu'internet est devenu notre mode de communication, préférentiel. Bah, c'est celui qu'on utilise, en ce moment-là. Et donc en fait, par rapport aux êtres vivants qui, eux, quand ils font face à des pénuries, multiplient les communications, mais ils multiplient aussi les médias de communication. Donc ils communiquent de façon électrique, de façon chimique, avec différentes espèces. Ils multiplient le nombre d'espèces avec qui ils interagissent. Nous, on s'est plutôt canalisés, on est tous derrière des écrans, devant des claviers. Et donc c'est ça le paradoxe. On s'est hyper connectés, mais on s'est hyper canalisés en même temps. Et ça, c'est très différent, du monde du vivant parce qu'en fait, c'est là où on voit le culte de la performance qui revient. On a plutôt, c'était une idée plutôt sympathique, hein, l'hyperconnexion, l'interaction des différents continents, des personnes, au fin fond de l'Afrique qui d'un seul coup peuvent avoir accès aux cours d'Harvard, aux États-Unis, voilà, immédiatement. Ça, c'est plutôt sympa. Mais par contre, on s'est hyper canalisé. Donc c'est toute la dérive sectaire qui va avec les réseaux sociaux et tout ça. Donc c'est ouais, c'est ambigu. C'est marrant, j'avais jamais vu ça, comme ça. Si on revenait un petit peu à l'historique que tu as fait, du début de la numérisation, et qu'on imaginait qu'il y ait pas eu cette canalisation, comme tu dis, avec juste l'utilisation du protocole internet, ça aurait pu être quoi les autres moyens? Si on fait le parallèle, alors on veut pas faire de l'anthropomorphisation ou, mais le parallèle avec que tu décrivais avec les animaux, en biologie, on va utiliser l'électricité, enfin, en fait, différents canaux pour entrer en communication, pour se connecter. Ça aurait pu être quoi les autres canaux s'il y avait pas eu que internet? Je sais pas si c'est une question un petit peu, perchée, mais Ouais, ouais, bien sûr. Ah bah, pour moi, ce que je vois, c'est que c'est un peu ce qu'on est en train de construire maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des interactions, beaucoup plus, physiques sur le territoire.
c'est l'agroécologie, c'est le tout réparable, c'est les conventions citoyennes. En fait, c'est des interactions humaines, en présence avec son territoire. C'est un peu la revanche du monde rural aussi. C'est que la ville a un peu colonisé le monde rural, on a mis du wifi partout, enfin pour le dire rapidement. Donc c'est la ville est venue partout. Donc on est, même dans les campagnes, en fait, on est en ville, hein, quelque part, on est inondé de culture urbaine, à la campagne. La drogue arrive en campagne, enfin, c'est vraiment, ça se déploie. Et là, bah, le monde rural, on a bien vu aux dernières élections, alors en France et ailleurs, hein, le monde rural, résiste. Enfin, il y a une sorte de aussi quand même, hein, de résistance, quoi. On se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là, quoi? Est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut?» Et ben, en fait, alors c'est là où là aussi c'est très paradoxal, hein, parce que c'est pas forcément les bords politiques qu'on attend, mais ça se rejoint avec, des initiatives, écolo. Bon, le retour, à la campagne, les néo-ruraux, qui vont faire de l'agroécologie, voilà, les ateliers de réparation, qui se développent, les véhicules intermédiaires, qui sont un peu entre des vélos et des voitures. Tout ça, c'est d'autres modes de communication, d'autres modes d'interaction, mais qui sont beaucoup plus larges. C'est-à-dire, en fait, on interagit, dans le monde d'après, hein, enfin, en tout cas, le monde robuste d'après. Il y a internet, hein, on interagit, tout ça. Mais les autres modes d'interaction, eh ben, c'est des interactions entre humains et non humains. Ça veut dire qu'une entreprise, par exemple, elle n'est pas juste prédatrice sur son territoire, elle fait pousser, des tas de plantes, de la biodiversité, et cette biodiversité locale participe à l'activité économique de l'entreprise. Ça permet, de dépolluer les solvants des machines, ça permet d'isoler les toits, ça permet de fournir de l'électricité, tout ça, c'est d'autres interactions entre humains et non humains, beaucoup plus plurielles. Et donc en fait, mais c'est en train de se passer en ce moment. C'est les débuts là, hein, mais c'est en train d'arriver. Et donc ça va quand même permettre d'équilibrer, un peu l'écrasant numérique, IA, Enfin, le numérique, alors toi, tu es bien placé pour le savoir dans le monde de la recherche, mais si on regarde, tu parlais d'open source, moi, j'avais un petit peu suivi la démarche low-tech ou tous ces sujets-là, où justement le numérique était un levier de, démocratisation, de, partage de la connaissance, où on est capable de, construire une machine, de pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Donc il y a quand même en tout cas, sans parler d'IA au sens large, mais en tout cas dans la culture numérique et dans ce que ça permet, il y avait, des interactions, fécondes, si on peut dire, j'ai l'impression, entre genre, je sais pas, ce retour à la terre et cette utilisation d'un numérique qui peut rester relativement sobre, mais qui permet des choses. mais il y a une limite quand même, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est qu'en fait, si on met tout en open source, absolument tout, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, les journalistes faisaient sauter le secret des sources ou que les médecins faisaient sauter le secret médical, hein. Si on fait une liberté de libertarien, hein, la liberté, selon Elon Musk, hein, quelque part, où là, en fait, tout est disponible partout, bah, ça veut dire que je peux construire une bombe nucléaire, demain. Donc en fait, c'est le problème de l'open source, hein, c'est que en fait, l'open source doit avoir des limites. La liberté a des limites. Elle s'arrête là où commence celle d'autrui. Et donc, et c'est là où il y a de la robustesse finalement, c'est quand on met des limites. Et c'est ça qui est un petit peu contre-intuitif, c'est que de tout être transparent en permanence, et ben, c'est pas robuste. C'est donc il y a une dose, quoi. Être en secret total, c'est pas robuste non plus. D'être, hyper transparent, ce n'est pas robuste. En fait, il y a ce milieu-là qui doit être, trouvé collégialement, le bon seuil. Est-ce que tu peux préciser un peu ce que tu entends par là? Enfin, je trouve ça hyper intéressant sur, la robustesse, ça nécessite des limites et l'open source, si tout est open, bah, ça peut poser des problèmes. Voilà, je veux bien juste sur ce point-là. Oui, alors en fait, mais dans tous les systèmes, il y a besoin de limites, hein, les limites planétaires, les limites humaines, par exemple. Nous, on peut pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, on a tous des limites. Et en fait, le contrat social, nos activités économiques ont aussi, des limites. Parce qu'il y a à un certain seuil, en fait, ça devient, contre-performant finalement. Ça devient vraiment, plus du tout pertinent et plutôt négatif. Bah, donc alors l'exemple, hein, c'est si on dev alors peut-être le secret des sources des journalistes qui est le plus évident. Si par exemple, les journalistes mettaient tout en open source, donc ça veut dire qu'ils devraient révéler leurs sources, hein, voilà, donc littéralement. Bah, ça veut dire qu'ils peuvent plus faire leur travail de journaliste. Parce qu'en fait, les sources ne leur font plus confiance et donc ils vont plus leur donner d'informations et du coup, le journaliste n'a plus de nouvelles à donner et donc l'information ne peut plus circuler. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal, hein, c'est que si on fait de l'open source, on a l'impression qu'on est très transparent et en fait, on ferme les écoutilles. Parce que le système de lui-même, se verrouille. C'est un peu, j'avais écrit une tribune là-dessus dans Le Monde. En fait, c'est la confusion qu'il y a entre, la liberté et l'entropie. En tout cas, l'augmentation de l'entropie. C'est qu'en fait, quand on fait de la liberté de libertarien, donc en fait, quand on libère, vraiment, tout, hein, voilà, toute l'information passe, on peut dire tout ce qu'on veut. En fait, ce que ça fait, c'est que ça libère surtout, de l'information instantanée, non réfléchie, sans filtre.
Et donc on confond, réflexion et réflexe. Et donc en fait, ça, c'est vraiment du carburant pour diffuser des biais cognitifs finalement, hein. Enfin, tout ce qui nous vient par la tête, on va le diffuser immédiatement, sur internet. C'est ce qu'on voit un peu, hein, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, justement. Quand on enlève les modérateurs, et ben c'est ça qui se passe. En fait, c'est plutôt des pulsions qui sont transmises. Sauf que ça, en fait, ça entretient un système, ça veut dire que ça fuel un peu une violence, hein, c'est ce qu'on voit aussi sur Twitter et ça devient vraiment très négatif, au point que les gens partent de Twitter. C'est même pour la survie de Twitter, pour la robustesse de Twitter, ça ne marche pas, quoi. Et en fait, les gens vont fuir, hein, pour des tas de raisons, mais notamment parce que ça devient un espace de violence, débridé. Bah, c'est là où la liberté de libertariens, se confond avec de la violence, de l'augmentation d'entropie et du chaos. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'IA, et le numérique. On a eu des problématiques, enfin écologiques, climatiques avant, les développements très, très récents de l'IA. Pour autant, on parle de plus en plus de l'impact environnemental du numérique, sur les écosystèmes et encore plus avec, l'arrivée de l'IA générative qui, nécessite de mobiliser des capacités de calcul et des infrastructures, énormes. Par exemple pour les GPU, où il faut, les fabriquer, les utiliser, et elles sont usées de plus en plus, rapidement. Quel est le lien que toi tu fais entre, la montée alors, à la fois sur, l'empreinte environnementale, mais peut-être aussi avec ton regard de la robustesse, le lien que tu fais entre la montée en puissance de l'IA, son utilisation de plus en plus massive dans les entreprises, dans les organisations et les crises, socio, écologiques qu'on traverse? Bah, l'IA évidemment, elle est totalement, insoutenable actuellement, enfin dans son design actuel, physique, hein, je veux dire les infrastructures, quand on voit qu'il faut, réactiver, Three Mile Island, une centrale nucléaire pour faire tourner les bah, on sent bien on arrive à des limites physiques là, de métaux, d'énergie, pour faire tourner les IA. Enfin, avant il y avait le cloud gaming et tout ça, enfin je veux dire, on a des tas de technologies qui sont extrêmement gourmandes et qui à chaque fois sont plus sobres. Du coup, ça nous fait gagner un peu d'énergie, mais vu que ça crée de nouveaux besoins, ça génère, enfin ça épuise encore plus les ressources. Ça, c'est l'effet rebond, hein, qui se voit partout. Ça se voit dans le numérique, mais alors comme jamais, hein. L'exemple typique, c'est les écrans plats, hein. Voilà, les écrans plats, c'était des écrans plus sobres, parce que moins lourds, plus légers. Bon, bah, maintenant, on a tous des écrans plats dans nos poches, hein, et puis on en a plein, chez soi, des iPads et tout bazar, des tablettes, voilà. Donc ça, c'est le premier point, mais ça, tu as déjà dit, donc je ne vais pas rajouter, hein. L'eau, l'énergie, les ressources, c'est insoutenable dans son design actuel. On le sait et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend dans tous les séminaires d'entreprise sur l'IA, c'est, aux entreprises, on leur dit: «Il faut vous y mettre», parce que c'est, un nouvel acteur, incontournable, mais c'est insoutenable. Donc voilà et après on termine le séminaire comme ça. Donc du coup, c'est quand même un petit peu troublant. Mais alors moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que sur le numérique et l'IA, en fait, c'est ce qui est pas c'est pas vraiment le problème, c'est pas tellement le numérique et l'IA, c'est le contexte dans lequel ça apparaît. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est toujours dans le culte de la performance, hein. On pense toujours qu'augmenter les performances, c'est ça qui va nous faire passer, la crise socio-écologique, les crises économiques, les crises géopolitiques. Augmenter les performances, c'est la solution et du coup, ben, l'IA et le numérique sont au service de la performance et donc en fait, c'est une question alors il y a une question, physique de ressources, mais c'est aussi une question, philosophique. Quand on veut augmenter les performances, ça veut dire qu'on veut arriver à destination plus vite. C'est, co ChatGPT qui résume un bouquin en quelques secondes, hein. Bah, le problème d'arriver à destination plus vite, c'est que d'un point de vue philosophique, c'est vouloir mourir plus vite, hein. Ah c'est, la destination, on la connaît, hein, on la connaît tous, hein. C'est la vie, c'est le chemin et donc en fait, quand on met à ce point-là l'accent sur la performance, y compris pour l'IA et pour le numérique, en fait, on est en train de perdre la joie du chemin. C'est, un artiste qui fait une peinture avec de l'IA, en fait, il a sa peinture tout de suite et à la limite, ce sera peut-être même mieux que ce qu'il aurait pu faire, si lui, il avait péniblement, peint sa toile. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a enfin, où est son donc la recherche de créativité va être ailleurs. Donc peut-être qu'il va transformer, sa peinture, peut-être que ça va être un support pour s'en écarter et cetera. Enfin, c'est ce qui se passe, hein, d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on voit chez les artistes. Mais à chaque fois, en fait, on cherche un nouveau chemin parce qu'on est déjà arrivé à destination. Donc en fait, il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se poser la question du chemin avant de se poser la question de la destination? Ce serait peut-être ça mon premier regard sur sur l'IA, en tout cas. Il y a un côté très, philosophique, voire, spirituel. Enfin, tu parlais de zen tout à l'heure, et la 2e question un petit peu couplée à celle-là, il y a les tenants du technosolutionnisme ou qui disent que, finalement tous les problèmes vont être résolus grâce à la technique et genre on entendait, l'ancien, PDG de Google qui disait que globalement les humains allaient pas réussir à résoudre, le changement climatique et donc il fallait aller encore plus vite dans l'IA parce que l'IA allait nous aider à résoudre ce problème-là.
Il y a des gens qui sont moins, caricaturaux. Moi, je sais que je suis un petit peu ce que fait l'IGN, par exemple, en France, où ils utilisent, alors pas l'IA générative nécessairement, mais en tout cas des technologies d'IA pour, ce qu'ils appellent ça cartographier l'anthropocène, comprendre l'impact du changement climatique sur les territoires et donc là, ils utilisent des technologies d'IA pour faire ça et là, on se dit que ça a un sens parce que ça permet de mieux comprendre le territoire, son évolution et donc éventuellement de mettre en place des politiques adaptées. Donc voilà, il y a différents chemins possibles dans l'utilisation de l'IA. Pour autant, on entend quand même l'IA va nous permettre de répondre aux enjeux, notamment climatiques, mais pas que. Quel est ton regard là-dessus? Est-ce que toi, tu penses que, c'est quelque chose qui peut être utile pour répondre aux problèmes auxquels on fait face et on va faire face demain? Ou à l'inverse, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller encore plus vite dans le mur comme tu disais? Ou est-ce qu'il y a peut-être un juste milieu? Alors le juste milieu, en fait, c'est que c'est les 2. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, la partie positive de l'IA, c'est si c'est, considéré comme une technologie de niche. Et en fait, c'est comme le pompier qui va au feu. Le pompier qui va au feu doit être très performant, mais pour un temps très court. Il peut pas rester au feu en permanence, quoi. Donc l'IA, ça peut nous permettre de, en effet, de répondre à des crises, transitoires, par exemple les gens de Valence en Espagne après la méga inondation. Peut-être que alors des IA qui n'existent pas encore, leur auraient permis, de tout de suite trouver des solutions, rapidement, pour, se protéger, mettre leur voiture dans le bon sens, dans la bonne, orientation, enfin j'en sais rien, enfin ouais, des choses qui pourraient nous aider, des aides à la décision en cas de crise. Donc ça, c'est le pompier qui va au feu, qui a besoin d'être performant et donc là, la performance de l'IA est, pertinente. Là, ça marche. Le problème, c'est quand, le mode IA performante devient, le dogme tout le temps. C'est qu'en fait, on pense que c'est ça le tempo, de l'économie, c'est le tempo de nos activités doit être à ce niveau de performance-là. Ça, c'est très problématique parce que quand on est à ce niveau de performance-là, on fait un burn-out. Burn-out, des humains et des écosystèmes. On brûle tout, on brûle toutes les ressources et donc en fait, c'est plutôt ça mon problème, c'est pas tellement le fait que ça existe, c'est le fait que ça peut devenir, une nouvelle philosophie de la performance finalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment bluffant, c'est très impressionnant et donc on se dit: «Ah bah oui, c'est vraiment, c'est tellement mieux que ce qu'on peut faire, donc allons-y» et en fait, on s'arrête pas. Et donc c'est exactement du coup le contraire de ce qui se passe. C'est, pour le changement climatique, hein, c'est, Total qui utilise, des IA pour, trouver des champs pétrolifères que Total aurait jamais trouvé, sinon, hein. Donc en fait, c'est à double tranchant. C'est juste au service de la performance, c'est une technologie qui est au service de la performance par construction. Et donc du coup, dans un monde qui est drogué à la performance, ça risque de nous envoyer encore plus vite dans un monde très performant en burn-out. Donc le vrai enjeu pour moi, c'est de faire une IA qui serait au service de la robustesse. Et donc c'est là où ça devient très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut qu'elle soit bridée. Des IA qui fonctionnent, très bien, notamment, hein, c'est des IA moins performantes. Bah, justement, hein, celles qu'ils utilisent à l'hygiène et cetera, ça c'est en fait, c'est des IA où l'humain passe derrière, vérifie, s'hybride. Et là, c'est des IA, vraiment humaines et numériques. Et là, du coup, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment apprendre, on a de la sérendipité, on est exposé à des choses, inattendues, des nouvelles idées. Donc là, c'est plutôt au service de la robustesse. Quand c'est des IA hyper performantes où on délègue, hein, le niveau de performance à des IA, c'est extrêmement dangereux. Enfin, mais ce qui est fou, c'est qu'on a un peu un historique, hein. Le trading financier, de Wall Street au milliardième de seconde, c'est le tempo de l'économie mondiale actuellement et c'est une machine qui donne le tempo. Ce ne sont plus des cerveaux humains. Donc en fait, si on fait la même chose avec l'IA, alors là, ça devient très fragile, surtout quand on sait que l'IA n'est pas soutenable, d'un point de vue, physique et thermodynamique. Tu avais fait un post, LinkedIn, enfin j'en ai 2 en préparant, cet épisode. Il y en a un où, tu parlais alors, dans mon souvenir du fait qu'on avait de plus en plus sur internet et sur le web des contenus générés par l'IA et tu comparais l'IA enfin les technologies d'IA, les systèmes d'IA qui s'entraîneraient sur des données générées par des IA à des systèmes biologiques consanguins et qui, amenaient à une fragilisation et donc, en creux des systèmes d'IA, comment toi tu fais ce parallèle entre, ce que tu appelles la consanguinité et le développement des IA et en quoi ça peut impacter leur développement futur? En anglais, on parle de inbreeding, hein, s'il y en a qui veulent chercher, le artificial intelligence and inbreeding, en fait, c'est IA et consanguinité, hein, ça serait la traduction en français. Et en effet, ça un vrai problème fondamental de l'IA, donc en dehors, hein, donc enfin, j'en ai déjà cité quelques-uns, hein, le fait que l'IA, met le focus sur la destination, au lieu de mettre le focus sur le chemin, en général. Ça, c'est un problème. Le coût énergétique en ressources et tout ça. Mais un autre problème, en effet, c'est, de façon intrinsèque, tel que c'est construit, l'IA,
En fait, l'IA, produit des contenus et l'IA se nourrit de ces contenus et en fait, le premier éditeur de contenu au monde, actuellement, c'est une IA. Sur LinkedIn, il y a énormément de posts, hein, et d'articles qui sont faits par, ChatGPT, par des IA. Donc l'IA, produit des contenus sur internet et l'IA se nourrit des contenus qu'il y a sur internet. Ça, c'est de la consanguinité au sens biologique du terme. Ça veut dire qu'en fait, on s'appauvrit, hein, quand on fait de la consanguinité. En fait, on perd des facultés, on s'homogénéise, hein, quelque part et du coup, quand on s'homogénéise, on perd de l'hétérogénéité, donc des capacités d'exploration, des capacités d'adaptation et donc en biologie, c'est une impasse, hein, très clairement. Enfin bon, il y a plein d'exemples de familles royales, hein, où on a vu ça, donc c'est pas très nouveau. Donc ça, c'est la consanguinité. L'exemple, technique, hein, ce serait la photocopieuse, hein. Quand on photocopie la même feuille, plusieurs fois, bah, au bout d'un moment, on perd le signal, c'est plus qu'une feuille grise où il y a plus d'informations. Donc l'IA, par construction, actuellement, elle fait ça et il y a absolument rien pour l'empêcher, hein, donc elle fait ça. Mais alors, faut coupler ça à un autre problème. C'est là où, c'est vraiment dramatique. C'est que donc l'IA va être de moins en moins fiable si elle reste sur ce design-là et nous, les humains, on va être de plus en plus, bluffés par l'IA parce qu'on va augmenter la performance de l'IA. Donc ça veut dire qu'à court terme, on va faire des IA qui marchent très, très bien. C'est que la première fois qu'on l'a fait tourner, ah bah, c'est vraiment, impeccable, hein. Le texte, il y a aucune faute d'orthographe et en plus les références, c'est les bonnes et cetera. Donc alors on se dit: «Ah bah, super». La 2e fois, on vérifie encore, la 10e fois, on vérifie un peu moins, la 100e fois, on vérifie plus. Mais sauf qu'au bout de 1000 fois, au bout de 10 000 fois, il y a l'effet photocopieur. Et donc du coup, on va avoir de plus en plus confiance dans des IA qui sont de moins en moins fiables. Et donc ça, c'est vraiment un problème et en fait, tous les développeurs de l'IA, connaissent, hein, ce problème, c'est qu'en fait, si on fait confiance à des IA, et en plus avec des couches d'IA, hein, donc des IA sur des IA sur des IA, on saura plus où elle si le jour où il y a une erreur, on sait plus d'où elle vient en fait, ce sera perdu, hein, c'est que des boîtes noires en plus, hein, donc c'est des boîtes noires, qui sont de moins en moins fiables, pour lesquelles on va avoir de plus en plus confiance. Donc ça, il y a un vrai sujet, donc enfin, un vrai sujet économique, social, politique là-dessus. Et donc ça veut dire, en particulier qu'il faut imaginer un plan B. C'est qu'on peut développer des IA, mais il faut quand même garder le plan B, sans IA. C'est la CIA, par exemple, qui communique par, papier, hein. Enfin, le FSB fait pareil d'ailleurs. C'est qu'en fait, ils ont bien compris que le numérique avait des fragilités et donc il fallait en plus, pour certaines communications, fondamentales, avoir un autre mode de communication, bah, très obsolète, hein, enfin très ancien, hein. Mais finalement, lui, voilà, il sort du réseau, des failles, du numérique. Et donc nous, société humaine, il faut qu'on fasse attention à pas se laisser enferrer dans le tout numérique, parce que c'est plutôt une béquille actuellement et qui peut nous fragiliser. Enfin, mais il y a plein d'exemples, hein, quand même, alors en Belgique, il y a un super projet, c'est le Comité humain du numérique, qui a écrit un code du numérique et qui a réécrit, les lois, belges, sous l'angle du numérique, enfin en disant: «Bah, voilà, le numérique est là, il faut qu'il soit au service des humains» et donc c'est assez intéressant parce qu'en fait les lois, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'elles sont un peu en retard. Elles ont pas pris en compte, l'impact du numérique et des IA sur, nos vies. Donc ils ont réécrit, donc c'est sorti en septembre, dernier là, et donc ça vaut le détour. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai fait un épisode récemment avec, quelqu'un qui a créé une entreprise dans le cloud en France et qui disait que globalement au niveau des décideurs, on n'avait pas, encore pris conscience à quel point il y avait une intrication entre le monde physique et le monde numérique et qu'on voyait encore le numérique comme, la matrice dans Matrix et comme si les 2 étaient, bah, séparés, alors même qu'il y a des interactions et donc, bah, les vulnérabilités de l'un vont se répercuter dans l'autre. Une autre question que je voulais te poser, c'est, il y a une notion importante, enfin, ou dans les technologies d'IA et qui est la fonction de coût où en fait, pour justement, entraîner un modèle, l'amener à plus de performance, on va lui assigner un objectif et grâce à cette fonction de coût, on va être capable de lui dire si l'algorithme est plus ou moins proche de l'objectif et donc l'amener à être de plus en plus, performant. Et ça fait écho à la définition que tu donnais de la performance. Et donc, enfin, moi, en voyant ça, je me disais, bah, d'une certaine façon, on a encodé, dans les algorithmes cette question de la performance. Est-ce qu'on pourrait, et si oui, comment imaginer des algorithmes qui soient plus guidés par cette fonction de coût, par la performance, mais par une, fonction de robustesse? Ouais, alors j'ai 2 propositions. La première chose, c'est en fait, d'élargir le coût. Enfin, quand on fait du coût, hein, c'est souvent du coût, de temps, du coût énergétique, du coût de calcul, du coût de ligne de code, hein. Enfin voilà, c'est ça, c'est ce coût-là, hein, finalement qui est calculé. On pourrait très bien élargir le coût.
un coût, écosystémique, un coût social. Alors beaucoup plus complexe, hein, à calculer, hein, évidemment, mais ce sera un coût pluriel et donc là, c'est ce que beaucoup de réflexions, socio-écologiques, arrivent à trouver, hein, finalement, hein. C'est quand on parle de performance globale, par exemple, ça veut dire qu'on ne parle plus que de performance financière ou économique, mais on parle aussi de performance sociale, de performance écologique. Mais c'est un sas de décompression, hein. C'est quand même, juste une façon de se dire: «Oui, en fait, le coût, quel coût exactement?» Voilà, est-ce qu'on n'a pas réduit le coût à une toute petite fonction? Est-ce qu'on n'a pas oublié le reste? C'est toujours pareil, hein, l'optimisation qui fragilise, hein. Si on réduit un seul petit coût quelque part, on sait qu'on va fragiliser tout le reste du système. Donc ça, c'est peut-être une 1re chose, hein. Donc ça, c'est sur le coût. Alors je pensais à autre chose. En gros, ce serait de dire que, dans les algorithmes, il devrait y avoir un critère de robustesse. C'est-à-dire qu'en fait, un stress test, si, l'IA, fonctionne bien, elle doit fonctionner bien dans un monde fluctuant. Donc ça veut dire que, ce le la fonction de coût devrait passer à un stress test. Donc par exemple, si, je fais tourner mon IA, mais que d'un seul coup, j'ai plus internet pendant 6 mois dans le pays, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est radical, hein, comme stress test, hein. Ça veut dire que du coup, bah, qu'est-ce que j'ai comme, solution? Est-ce que j'ai un internet local que je peux développer? Est-ce que voilà, si c'est une IA qui est vraiment fondamentale, hein, pour faire tourner un hôpital, vaut mieux y avoir pensé quand même. C'est tout bêtement, hein. Si c'est nécessaire pour que injecter un anesthésiant avant une opération, il vaut mieux y avoir pensé avant. Parce que si on n'a plus d'anesthésiant pour opérer, c'est compliqué quand même, hein. Enfin, je prends un exemple un peu radical, mais c'est juste pour illustrer, quoi. Donc un stress test et donc ça pourrait être, ça pourrait prendre plusieurs formes, hein, enfin les stress tests, il y en a plein, hein. C'est, le pétrole qui est plus cher l'année prochaine, une méga inondation dans le territoire, enfin bref et donc là, du coup, la fonction de coût, elle serait, relocalisée dans son territoire. Le problème de la fonction de coût des algorithmes, c'est qu'elle est totalement déterritorialisée. C'est on pense le petit algorithme dans son ordinateur comme s'il était, il pourrait être sur Mars, hein, il pourrait être sur un astéroïde, ce serait pareil. Sauf que non, il dépend de la Terre, et donc la fonction de coût, elle est extraterrestre. Et donc c'est un peu, et donc c'était ça l'idée que je voulais mettre, c'est, en fait la fonction de coût telle qu'on l'a imaginée pour les algorithmes et pour le numérique, c'est un petit peu la même fonction de coût qu'on a mis pour le PIB. C'est qu'en fait, quand on a mis, l'idée de la croissance économique, en fait, une croissance du PIB, on a mis des fonctions de coût qui sont, en fait, délirantes. Par exemple, quand on extrait des minerais d'une mine, on considère que c'est de la création de valeur et donc c'est un coût. En fait, c'est pas un coût, c'est du positif, quoi, donc c'est pas un coût, c'est du gain. Alors qu'en fait, on est en train de déstocker un capital. C'est un coût, c'est négatif. Sauf que dans le PIB, c'est considéré comme quelque chose de positif. Donc c'est là qu'on voit, en fait, faut pas se tromper, c'est qu'on peut avoir des très belles équations mathématiques, quelque chose qui est même, validé par la communauté internationale et qui est une erreur mathématique. Il y a pas un économiste avec un cerveau, digne de ce nom qui dirait que de vendre de la drogue, ça augmente le PIB, c'est quelque chose de positif. Et ben pourtant, c'est positif pour le PIB. Donc c'est un peu pareil pour le coût. Ça en fait, se poser des bonnes questions. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu citais un adage zen, je crois que c'était, quelque chose que j'entendais dans un de tes passages dans un podcast où finalement la robustesse que toi tu décris, c'est lié à une certaine humilité face à l'incertitude, accepter de on sait pas forcément ce qui va se passer, donc on s'y prépare d'une façon ou d'une autre. Pour autant, dans les développements actuels de l'IA et encore plus là ces dernières, semaines, on a des grandes figures de la tech qui, bah, finalement ça s'apparente plus à une guerre d'ego et on est certain, on sait où on va aller sur Mars, on va changer le climat, atteindre, les GI, tous ces certitudes-là qu'on assène sans être vraiment sûr de d'où on va. Mais bon, forcément quand on veut lever des fonds, on a besoin d'être certain de d'où on va. En quoi, selon toi, le fait d'embrasser d'une certaine façon la robustesse, pourrait, impacter à la fois la façon dont on va travailler ces technologies, mais aussi peut-être, des valeurs, plus, sociales, sociétales, des choix politiques et être moins dans cette, guerre d'ego, dans cette quête au toujours plus et peut-être trouver quelque chose de plus adapté, on va dire, à notre nouvel, environnement, en tout cas celui qui se dessine? Oui, alors il y a un point clé, c'est que, l'innovation, le moteur de l'innovation, dans un monde stable, et abondant en ressources, hein, c'est les concurrents. Et donc c'est pour ça que quand on fait appel à des investisseurs, on se positionne par rapport aux concurrents et on dit qu'on va faire mieux que la concurrence et qu'on va dessiner un monde, incroyable, voilà. Donc là, c'est dans le monde stable et abondant en ressources, le moteur de l'innovation, c'est les concurrents. Alors dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources, donc qui est le monde actuel et ça va s'amplifier dans le siècle qui vient, ce ne sont plus les concurrents, le moteur de l'innovation,
Le moteur d'innovation dans ce monde-là, dans ce monde fluctuant, c'est le monde fluctuant lui-même. C'est ça qui va nous, stimuler l'innovation et donc c'est là où il y a une erreur, totale, hein. C'est qu'en fait, quand on pense qu'on va, trouver des solutions innovantes, hein, technologiquement parce qu'on fait mieux que le concurrent, en fait, on est resté dans le monde d'avant. En fait, on fait l'hypothèse d'un monde en continuité. Alors qu'on est en train d'entrer dans le monde en rupture et là, je le dis tranquillement parce que c'est même plus une prédiction scientifique, hein. Il y a vraiment des ruptures tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a des boîtes qui tombent, qui sont en général suroptimisées. Bah, Boeing, voilà, c'est en train de dévisser. Evergrande en Chine, enfin, il y en a vraiment plein, hein, et à chaque fois, elles se sont suroptimisées. Elles sont entrées dans le monde de la rupture. Là, ça commence à casser de tous les côtés. Mais c'est Valence en Espagne aussi. Enfin, je veux dire, le monde de la rupture, on le voit tous les jours, hein. Il faudrait vraiment être aveugle pour pas voir qu'on est en train de rentrer dans ce monde-là qui s'est tellement suroptimisé qu'il est très fragile. Bah, du coup, ça veut dire que le moteur de l'innovation, si c'est le monde fluctuant, on va pas du tout, construire, des technologies et des IA, du numérique de la même façon. Il va falloir répondre aux enjeux du numérique. Donc par exemple, un exemple tout simple, c'est que dans le monde stable, abondant en ressources, on faisait des appels à projets. Et bah, dans le monde, fluctuant, en période chronique de ressources, on fait des appels à communs et donc c'est par exemple, bah, je peux reprendre l'exemple de l'ADEME là et c'est son projet des véhicules intermédiaires là, ça c'est Gabriel Plaça qui fait un appel à commun. Donc c'est des véhicules qui sont, donc là on est loin du numérique, hein, c'est des c'est des véhicules, qui sont entre un vélo et une voiture, entièrement démontables, interopérables, des petits véhicules, et souvent d'ailleurs avec un peu des panneaux solaires sur le toit, donc ils peuvent se recharger en roulant, hein, ils sont pas très petits, ils sont petits, ils sont pas très lourds et cetera. Bah, ça, c'est un appel à commun. Donc ça veut dire que ceux qui contribuent à ce projet-là partagent, les innovations. Parce que le but, c'est plus de construire contre les concurrents, c'est ensemble de, développer des nouvelles technologies et des plans A, B, C, D, E qui seront capables de gérer des fluctuations, différentes en fonction des différents territoires. Et donc on a besoin de s'irriguer de différents projets, on ne peut pas y arriver tout seul. Donc passer de l'appel à projet à l'appel à commun, ça c'est le signe d'une entreprise qui a compris le monde qui vient. Et donc ça, c'est pareil pour le numérique, c'est pareil pour l'IA. Donc c'est vrai que quand on voit, les Musk, Zuckerberg, Altman qui sont encore coincés dans l'innovation, concurrentielle, dans la concurrence hybride non faussée, hein, complètement dépassé ce truc-là, hein, évidemment, hein. Dans un monde fluctuant, on a c'est plus des concurrents, hein, qu'on a, hein, c'est de l'entraide. On passe de l'entente à l'entraide, hein. Enfin, c'est vraiment un autre mode de pensée. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais. Donc du coup, c'est plutôt définir l'innovation, donc qualifier l'innovation qui nous permet de changer le rôle de l'IA et du numérique. Par rapport à cette notion de rupture, de robustesse, tu parles toi d'audit interne de robustesse pour les organisations, pour essayer d'identifier finalement, où est-ce qu'on peut trouver de la contre-performance qui, de manière contre-intuitive pour le coup, peut amener à de la robustesse et tu cites souvent l'exemple de la pause à café où on peut se dire: «Ben, finalement les gens travaillent pas, ils sont pas productifs». Pour autant, il y a des choses qui se passent, peut-être qu'on crée des relations ou des liens et donc in fine, ça permet de créer une certaine forme de robustesse. Si tu devais appliquer cette logique d'audit de robustesse à une entreprise technologique, à une start-up d'IA ou plus globalement à cet univers technologique, numérique, comment tu t'y prendrais? Ça ressemblerait à quoi finalement? Ouais, ouais, alors l'audit interne de robustesse, ce que ça permet de faire, c'est d'identifier le déjà là robuste dans l'organisation ou dans la technologie. Et alors dans le numérique, il y en a plein, du déjà là robuste, hein. Bah, les emails, hein, c'est presque l'exemple le plus facile. Quand on envoie des emails, en fait, le protocole, TCP/IP, c'est un protocole qui est robuste, qui n'est pas performant. Parce que quand on écrit un email, l'email, se brise en paquets. Les paquets sont répliqués, donc il y a de la redondance, contre-performance. Ils passent par des canals ou des câbles, internet différents, donc hétérogénéité parcours. Les câbles, ils sont plus ou moins longs, donc il y a des lenteurs, il y a des délais, il y a des paquets qui sont perdus, il y a des erreurs et enfin, les paquets sont réassemblés et le message arrive. Donc tout ça là, tout ce bazar là, c'est pas du tout performant, hein. Il y a plusieurs, câbles internet, c'est lent, c'est hétérogène, c'est redondant. Enfin ça reprend presque tous les principes du vivant, hein, les contre-performances du vivant qui ajoutent de la robustesse. Donc en fait, c'est une architecture qu'on a conçue pour être robuste. D'ailleurs, c'est les militaires, hein, qui l'ont conçue et on comprend bien parce que le monde militaire, bah, c'est le monde fluctuant, hein, par définition. Donc du coup, ils ont construit une architecture robuste. Donc il y a du déjà là robuste, donc on sait faire des technologies robustes. C'est comme un avion de ligne, qui avance à 50 de ses capacités et qui a 3 systèmes autopilotes, indépendants. Bah, c'est très lourd, c'est des 3 technologies différentes. Ça, c'est redondance, hétérogénéité au service de la robustesse parce qu'un avion, ça vit dans un monde fluctuant, turbulent, on pourrait dire. Donc du coup, quand on fait des systèmes techniques et qu'ils sont soumis à des fluctuations,
on sait faire de la robustesse. Alors le truc évidemment, l'audit interne de robustesse, il faut pas, s'arrêter juste aux techniques qui sont déjà robustes. Il faut se rendre compte que si on fait une technologie très robuste, mais qui est au service de la performance, ah bah, ça marche plus. C'est-à-dire que, par exemple, faire une technologie numérique, hein, qui permet de multiplier les fast-foods, sur terre, bah, c'est pas robuste, hein. On va intoxiquer les gens, un problème de santé, voilà, de santé humaine, très clair, voilà, enfin, puis tout ce qui va derrière. Donc du coup, en fait, c'est là où la robustesse, elle devient, sociale finalement. C'est que les outils numériques, ils peuvent avoir une architecture robuste, mais il faut penser que, les fournisseurs et les clients, donc toute la chaîne de valeur, doit être au service de la robustesse. Sinon, on rate la cible. Tu parlais d'innovation tout à l'heure et que, de passer d'un système, d'un schéma de pensée où l'innovation était drivée par la concurrence versus l'innovation drivée plutôt par, le système dans lequel on vit. Si, un décideur d'une grande entreprise venait te demander, «Comment je peux intégrer la robustesse dans ma stratégie d'innovation?» Qu'est-ce que tu lui répondrais? Qu'est-ce que tu lui proposerais? Ouais, alors il y a pas mal de choses qu'on peut faire, hein, c'est en fait le donc là, il y a plein de formations, hein. Je te renvoie ou je vous renvoie, à larobustesse.org, ça c'est Gatien Bataille et Laurent Marceau. Il y a aussi robustesse.org, ça c'est Olivier Bouche, Bernard Huberlan, chez EPR Vectis, enfin bon, il y a vraiment plein de formations, l'IEPAT aussi, Patrick Degeorges, voilà, donc il y a plein de formations sur la robustesse en ce moment. Donc si vraiment, donc je vais faire une réponse courte, donc ce sera pas suffisant pour se former à la robustesse. Il y a aussi le cours Sator, hein, que j'avais enregistré, Construire la robustesse, voilà. Donc tout ça, ça permet de s'acculturer à la robustesse et trouver des solutions, enfin trouver des idées. Mais si en le disant vraiment très rapidement, bah, je pourrais reprendre l'audit interne de robustesse, le stress test. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en fait pour rentrer, enfin l'audit interne de robustesse, hein, c'est pour découvrir le déjà la robuste qu'il y a dans son organisation et donc valoriser les contre-performances au service de la robustesse. Le stress test, c'est pour s'acculturer au monde fluctuant. En fait, parce que nous, les humains, on pense plutôt le monde stable, hein, et donc tant qu'on ne fait pas face aux fluctuations, on ne va pas développer de la robustesse et donc le stress test, c'est une façon de générer la crise. Une crise virtuelle, mais qui nous permet, si on le fait sérieusement, de se rendre compte à quel point, son système, son organisation est fragile et donc quand on répond sérieusement à ça, bah, on va augmenter les marges de manœuvre, hein, et ça permet d'être robuste, face à la prochaine crise, imprévisible, qui viendra. Mais après sinon, après c'est, il y a une quelque chose de très simple, hein, c'est enfin très simple, compliqué à mettre en place, mais c'est une inversion. C'est qu'en fait, une entreprise qui est dans la performance va mettre le focus sur la fondation économique, de son modèle. Donc s'il y a une solide fondation économique, alors ça fait du lien social et puis, le lien à l'environnement finalement c'est du bonus, hein. On va mettre un mouton, sur son gazon pour dire qu'on s'occupe de l'environnement, enfin ou une boîte à compost, quoi. Bon ça c'est très fragile, hein, comme modèle parce que la fondation c'est l'économie et l'économie c'est un modèle mathématique. Donc ça tient pas. Donc en fait la vraie bascule vers la robustesse, c'est quand on inverse la pyramide. En fait, son projet, tout projet économique, que ce soit une entreprise, un projet numérique, un projet d'IA, ça doit d'abord prendre soin des milieux naturels. Intégralement, hein. Ça veut dire que les fournisseurs, les clients, le service proposé, c'est au service du soin des milieux naturels. Si on prend soin des milieux naturels, alors ça va créer du lien social. Et s'il y a du lien social, ça créera des modèles économiques. Et donc l'économie doit être le produit de sortie, il ne faut pas que ce soit la contrainte d'entrée. Donc ça c'est vraiment un point clé et donc du coup, bah, comment ça se décline là? Il y a plein de choses à faire, mais en tout cas, c'est cette vision-là qu'il faut avoir. C'est le premier critère, hein, finalement, hein. Est-ce que ce que je fais, ça soutient, la santé des milieux naturels et la santé sociale? Si ça ne fait que soutenir un modèle économique, il y a de grandes chances que ça épuise les ressources humaines et écosystémiques. Et donc du coup, ça va pas être robuste, à terme, hein, et à court terme. En fait, c'est la fameuse phrase que j'utilise, très souvent, hein, c'est: «Avant on se préoccupait de l'impact de nos activités sur l'environnement. Aujourd'hui, il faut plutôt se poser la question de l'impact de l'environnement sur nos activités». L'environnement fluctuant, c'est une donnée, ça va fluctuer de plus en plus et donc il va falloir ajuster nos activités à ce niveau de fluctuation. Et ben ça, c'est grâce à l'ancrage territorial, la santé des milieux naturels, la santé sociale. En t'écoutant, j'avais envie de te poser une question un petit peu, je sais pas, provocante, mais que je pensais par exemple, à Sam Altman, à Elon Musk, qui voient la capitalisation boursière de leurs entreprises décoller. Qu'est-ce que je fais du prix de mon action dans le schéma que tu décris? Et mais les actionnaires, ils vont pas être hyper contents, je crois. Alors le PIB américain, hein, même si on élargit, hein, le PIB, des Américains a doublé en 15 ans par rapport à celui des Européens. Donc on pourrait se dire: «Bah, nous les Européens, on est vraiment à la ramasse» et en effet,
C'est notamment, ce PIB américain qui monte, hein, c'est un peu drivé par la Silicon Valley, hein, très clairement. Enfin, ils ont une avance numérique par rapport aux Européens et ça se voit dans le PIB. Mais il y a quand même un gros mais, c'est que si on regarde le reste, hein, les critères sociaux, la sécurité sociale, la santé, se dégradent très fortement aux États-Unis. Donc en fait, cette, élite, cette oligarchie, pro-performance qui voit ses actionnaires, très contents parce qu'ils se font plein d'argent, ils sont quand même de moins en moins nombreux à se faire de plus en plus d'argent. Donc ça nous amène vers une insurrection. Il y a un moment, les gens très pauvres vont finir par se rebeller et là, faudra bien choisir son camp. En fait, l'actionnariat, à court terme, oui, ça paye, hein, mais ça fragilise tout le système, y compris les plus riches, parce que les plus riches, ce seront les premières cibles. Ils sont vraiment les étendards, hein, quand même, hein. Enfin, je veux dire, c'est comme si en 1788, en France, hein, 1 an avant la Révolution française, on avait, Louis XVI qui sortait un carrosse en or en disant: Bah, venez chez moi, le carrosse est en or», quoi. Bah, sauf qu'il s'est, 1 an plus tard, voilà, ça s'est plutôt mal passé, quoi. Donc alors, on est vraiment dans cette période-là. Enfin, les gilets jaunes en France, c'était ça aussi, c'est les travailleurs pauvres. Enfin, aujourd'hui, il faut bien comprendre que, dans le monde, ça c'est le rapport de Olivier de Scutter, sur la santé mentale, les travailleurs pauvres ont une moins bonne santé mentale que les chômeurs. Donc là, on arrive à un moment d'absurdité totale et donc c'est ça qu'il faudrait que les actionnaires voient. C'est que, ce monde-là n'est pas robuste et donc, ils vont peut-être gratter, quelques millions, quelques milliards, pendant 1 an, pendant 2 ans, mais le prix à payer après va être extrêmement élevé et notamment pour eux, parce que ce seront les premiers sur la liste, hein, évidemment, quoi. Ils sont tellement visibles, tellement vocaux et puis maintenant ils hésitent plus. Enfin, Elon Musk qui s'acoquine avec, l'AfD, allemand, hein, quand même des néo-nazis revendiqués quand même, hein. Enfin, faut y aller quand même, hein. Donc, c'est compliqué d'avoir une Tesla et d'être sur Twitter quand même, hein, aujourd'hui. Quelque chose que tu dis, assez, fréquemment et que je trouvais, enfin que j'avais envie d'explorer avec toi, c'est que tu dis qu'on quitte le monde de la moyenne pour rentrer dans celui de l'écart type et donc ça va nécessiter de passer d'une posture où on contrôlait à une posture de lâcher prise. On revient aussi un peu au zen, et tu dis à ce titre-là que plutôt que de prévoir le futur, il faut s'y préparer et que, finalement dans ce monde de l'écart type, le long terme n'existe plus. Comment, selon toi, on pourrait, appliquer ces principes-là, ces réflexions-là aux, réflexions, sur, la régulation, sur l'avenir du numérique et de l'IA? Parce que c'est difficile de décorréler les 2 et notamment, en Europe parce que, c'est peut-être, là où on a la possibilité d'influer. Enfin, voilà. Comment tu te dis, bah, ce contexte-là qui évolue, on passe de la moyenne à l'écart type, on passe du contrôle au lâcher prise, il y a plus forcément de long terme, et comment en même temps, on se projette et on essaie de construire des choses qui, bah, nécessitent un peu quand même une vision à long terme? Alors c'est un peu le paradoxe, hein, c'est que quand on oublie le long terme, en fait, on le crée, hein. C'est ça qui est dingue, hein. C'est les Californiens qui ont inventé le long-termisme, donc c'est le technosolutionnisme, hein, finalement. Donc tu sais, c'est un peu pour dire: «Bah, nous, on voit à très long terme». Bah, ça permet de faire tout et n'importe quoi à court terme, hein, pour, donc tout brûler, pour dire: «On vous promet d'aller sur Mars», quoi. Bon non, non, ça c'est un projet de mort, hein. Donc en fait, ce qu'on peut faire de façon beaucoup plus positive, en fait, c'est de se rendre compte que quand on manque de temps, il faut se reconnecter à son espace, hein. C'est ce que je dis souvent, on évolue dans un espace à 4 dimensions. Si on manque de temps, et ben, il nous reste les 3 dimensions de l'espace. Donc c'est l'ancrage territorial et donc ça veut dire que le numérique, hein, l'IA, tout ça, en fait, doit être au service de cet ancrage territorial et donc ça veut dire, par exemple, les appels à communs que je citais tout à l'heure là, en Europe, on pourrait très bien imaginer, proposer un contre-modèle. Plutôt que de faire des appels à projets pour des IA de plus en plus performantes, pourquoi en Europe, avec cette richesse culturelle qu'on a en Europe, pourquoi ne proposerait-on pas, un appel à commun sur le numérique, développer, des IA, des numériques, hein, locaux, comme on a des monnaies locales, hein, en fait, plutôt une diversité, de solutions territoriales, plutôt low-tech, réparables localement, voilà, enfin des choses qu'on peut s'approprier localement. Ça serait beaucoup plus robuste, plutôt que d'être tous sur Google. C'est extrêmement fragile, quoi, voilà. Le jour où les États-Unis décident de fermer la porte, ça va vraiment impacter beaucoup les entreprises. Enfin, il commence à y avoir des outils, hein. Il y a Quaïs, il y a, Quant, enfin, il y a des outils comme ça qui sont plutôt, vertueux, hein, qui commencent à s'ouvrir un peu sur ces appels-là et en fait, je pense que l'Europe est bien placée pour, cette autre voie. En fait, le risque, hein, ce serait que les Européens suivent bêtement ce que font les États-Unis. Donc nous, on va faire la même chose que les États-Unis, mais en moins bien. Donc en fait, quel est l'intérêt? À mon avis, il vaut mieux faire une troisième voie où on fait quelque chose de très différent de ce que font les États-Unis,
mais voilà, plutôt des communs numériques, et en plus, il y a une communauté énorme en Europe la richesse de l'Europe, c'est d'avoir des pays de cultures très différentes. Entre le Portugal, la Suède, l'Écosse ou la Roumanie, voilà, on a vraiment des cultures très, très différentes. Ça, c'est une énorme richesse. Ça, c'est de la robustesse et donc si on valorise cette robustesse-là, alors là, on peut vraiment inventer un modèle numérique, un modèle de l'IA, à l'européenne, si on veut, qui serait nettement plus adapté au monde de l'écart type. Parce qu'il va falloir faire avec, on n'est plus dans l'aller vers, hein, il faut faire du faire avec maintenant. Donc là, bah, on a tout ce qu'il faut sur place pour, inventer ce monde-là. Donc c'est beaucoup plus, territorial, voilà, qui respecte, les gens et les écosystèmes. On arrive bientôt sur la fin de l'échange. J'avais une question, prospective, on va dire, où, bah, finalement, si toi, tu devais te projeter dans, 10, 15, 20 ans, on a intégré complètement, cette question de la robustesse dans, la conception des systèmes technologiques humains. À quoi, ça ressemblerait ce futur à grands traits? Ouais, bah, alors pour moi, ce serait un multi-internet déjà. Ce serait plus un internet, extrêmement centralisé dans la Silicon Valley, hein, qui est évidemment hyper fragile, hein. Donc, voilà, très pluriel, donc, plusieurs internets. Bon, ça, c'est pour la partie numérique, mais aussi, comment dire? Il y aurait du numérique, hein, certainement un peu partout comme il y en a aujourd'hui, mais, plus distant. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, par exemple, passeraient plus 12 heures par jour devant un écran. Ce qui est quand même, une norme assez, enfin, c'est pas que c'est la norme, hein, c'est pas tous les enfants qui font ça, mais c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, plein d'enfants passent 12 heures par jour devant des écrans. Bon, bah, faut pas rêver, ça va pas faire, ça va pas faire des dysfonctions, hein, quand même, hein, on le sait quand même. Donc en fait, des personnes, des citoyens qui sont, beaucoup plus en lien avec leur territoire, avec les autres, hein, et où le numérique est à sa place. Donc c'est, bah, quand on va voir, le médecin, bah, dans la maison de santé, il y a du low-tech aussi, hein, donc il y a du numérique, réparable par le gars du coin. On n'est pas obligé de renvoyer ou de faire venir un microprocesseur de Taïwan pour que ça marche, hein, voilà, il faut que ce soit réparable localement. On peut faire tourner les algorithmes, on peut corriger le code, voilà, c'est un code qu'on a accès, on peut le corriger, voilà. Mais c'est et donc ça veut dire on répond aux désirs médicaux quelque part, parce qu'on a des systèmes de santé locaux, appropriables, adaptables, robustes dans le territoire et donc ça peut pareil pour tout, pour l'agriculture et cetera. Donc en fait, le numérique devient un des outils, mais c'est pas ce n'est plus le canal par lequel on voit le monde. En fait, on est sorti, bah, c'est ce que je disais en ouverture, on est sorti du piège, disons que de dire que la coopération, c'est de faire de l'hyperconnexion numérique. On est sorti de ça. On s'est dit: «Oui, il y a de la connexion numérique, c'est une des façons d'aborder le monde fluctuant, mais il y en a plein d'autres» et donc du coup, c'est à sa place et là, c'est très riche. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite, hein. Parce que ce que je souhaiterais, quoi. Quand on bascule dans ce monde-là de la robustesse, le numérique est toujours là, il y a toujours des développements, c'est toujours très enthousiasmant pour les ingénieurs, pour tout ça. C'est vraiment de l'innovation au service du monde fluctuant, local, voilà, technophile, hein, avec les citoyens et cetera. Mais par contre, on n'est plus du tout dans cette doxa, centralisée et c'est en effet pour moi, quand tu disais 5-10 ans, voilà, c'est 20 ans maximum, hein, on aura basculé et donc ça, faut aussi se projeter là-dedans parce que ça veut dire que certains projets actuels faut vraiment les voir comme des projets, délirants, hein. Quand on dit qu'on va faire de l'astéroid mining, pour avoir les ressources minérales pour développer l'IA de demain, bon là, on est quand même dans un délire, pathologique, hein. Donc heureusement que c'est pas ça qui va se passer. Enfin, c'est même impossible, ouais. J'ai une dernière question, pour toi, peut-être un peu plus, personnelle, mais c'est quelque chose qui transparaissait un peu dans ce que tu dis sur le zen, alors c'est on entendait pas mal parler de cette question de l'éco-anxiété des gens qui étaient très, au fait de ces problématiques-là. Toi, tu travailles sur les questions biologiques, donc j'imagine que quand même tu as une prise, quotidienne et un regard, sur tous ces enjeux-là et j'imagine que ça doit pas être joli à voir tous les jours et en même temps, tu as l'air plutôt, je sais pas, souriant ou en tout cas, il y a un côté assez joyeux, positif dans ce que tu dis. Quelle place peut-être, joue, le zen et la spiritualité, la méditation peut-être, j'en sais rien, dans ta réflexion? Comment toi ça t'aide à voir les choses peut-être différemment et à garder une forme de, je sais pas, d'allant, de joie dans la façon dont tu présentes les choses et d'implication aussi? Parce qu'on pourrait se dire: «Bon, bah, finalement, c'est foutu, j'arrête, quoi».
pense qu'on passe tous par là. Il y a un moment où on se dit: «Ah oui, là, c'est vraiment les enjeux sont vraiment trop, trop importants, ça va être très compliqué». Moi, ça m'a plutôt stimulé, hein. Je me suis dit: «Bah, là, faut ouvrir une lucarne, quoi. Faut trouver un chemin là-dedans» et donc la robustesse, c'est une brique dans ce chemin ou un grain de sable, un caillou pour, monter la marche et peut-être, passer sur un autre chemin. Alors sur la spiritualité, bah, en fait, je suis pas du tout un modèle, hein, c'est-à-dire qu'en fait, moi, là, là, en ce moment, je fais plein de conférences, sur la robustesse, j'en parle beaucoup. En fait, je suis plutôt dans la performance, là. Je suis plutôt dans la fièvre, donc je suis une contradiction ambulante, hein, très clairement, hein. Mais mais je me dis que c'est à un moment, c'est nécessaire maintenant, mais je vais pas faire ça toute ma vie. Pour une période donnée, voilà, je fais ça, mais après, je vais passer le flambeau, hein, et puis ça sera pluriel et ça sera à plusieurs voix, donc très bien. Et puis c'est déjà pluriel, à vrai dire, donc il y a mais par contre, sur peut-être plus que sur la spiritualité, il me semble que je reviens sur l'humilité ou l'autodérision. En fait, cette distance, cette saine distance avec, les faits. C'est qu'en fait, si on est dans la collapsologie un peu à l'extrême, on va virer à la collapsolatrie. Et là, du coup, on va vraiment être fasciné par le désastre et tous les jours, on va voir des désastres et en fait, c'est comme le papillon devant la flamme, hein, ça devient une obsession, et ça devient même romantique. C'est voilà, c'est le sublime, hein, c'est vraiment voilà, donc ça, c'est vraiment mortifère et donc la robustesse nous invite plutôt à, bah, voilà, en effet, méditer, prendre un peu de distance, s'arrêter, questionner et donc ça, en fait, c'est, bah, l'autodérision, voilà, l'humour, c'est typiquement, ça permet d'avoir de la distance avec le monde et en fait, de se poser des meilleures questions. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, on tombe dans le piège de la performance, de l'efficacité et dans l'accélération. C'est que si on regarde vraiment la collapsologie, bon, ras des pâquerettes, hein, et ben, en fait, on dit: «Ouais, il y a urgence, il faut accélérer» et du coup, on va envoyer encore plus de satellites, on va développer encore plus de lumière sans se poser la question de: «À quoi ça sert? Pourquoi le fait-on?» et donc on va plutôt se poser la question du comment, alors qu'il faudrait se poser la question du pourquoi. Bah, donc la spiritualité finalement, ou la distance, l'humour, l'humilité, ça nous pousse à nous poser la question du pourquoi et donc si c'est la viabilité sur terre, le pourquoi, bah, ce qui vient juste après, c'est la robustesse. Comment on fait la robustesse? Il faut aller contre la performance et donc ça peut être un guide, en tout cas un premier garde-fou pour le numérique et l'IA. Merci beaucoup Olivier d'avoir répondu à mes questions et j'espère à bientôt. À bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.